Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et internationales. On commence avec une nouvelle locale où le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu une réunion pour suivre la mise en place des projets dans la zone du canal de Suez. La réunion a eu lieu en présence du président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, du président de l'autorité générale de la zone économique, l'ingénieur Yahya Zaki, et du président de l'autorité de génie militaire, le général Ihab El-Far. Selon Mostafa Madbouli, cette réunion a pour but de suivre les travaux dans les projets de l'infrastructure et s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République de classer la zone économique du canal à la tête des priorités du gouvernement. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Chérif Amir. Vous êtes professeur en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. L'un des projets grandioses de l'Égypte, c'est l'établissement de la zone économique du canal de Suez. Comment vous suivez ce grand projet? Ce projet a été initié par le président Al-Fatah al-Sisi dès les premiers jours de son mandat, parce que effectivement, le canal de Suez a besoin vraiment de l'investissement, parce que c'est une zone très fréquentée par les navires de tout le monde entier. On a vu ça avec l'expérience de Evergreen, ce qui s'est passé, comment le monde a été paralysé. Alors, bien évidemment, si on va créer une zone économique, une zone industrielle, mais aussi économique, parce que, bien sûr, il y aura, je ne veux pas dire des touristes, mais les gens qui sont le bord des navires, les équipages qui vont passer des moments là-bas, ça va apporter de l'argent pour l'Égypte. Et nous savons que nous avons la capacité de faire des projets touristiques dans ces régions, comme on a fait dans la mer Rouge. Alors, il faut profiter, il faut exploiter cette région. Nos amis chinois, nos amis russes, ils ont présenté des projets à participer, ainsi que nos frères aux Émirats. Il est important de comprendre que le moment où on va travailler sérieusement sur ce projet, ça va montrer au monde entier que l'Égypte est en train de renforcer sa présence dans la région, présence non seulement militaire et diplomatique, mais aussi économique. Quiconque va passer par cette partie, ça sera comme Dubaï ou comme Hong Kong, ça sera une partie très importante pour les marchandises, pour les marchands et les équipages, et aussi un signal que cette zone est protégée sous la souveraineté égyptienne, sous l'œil de l'Égypte, qu'on va travailler 24 heures sur 24 à protéger cette zone. Très bien. Là, vous avez mentionné une expression très importante, que ça sera peut-être une zone touristique. L'Égypte a établi une zone pas loin du canal de Suez qui est El Galala, une grande zone, et en même temps, qui est touristique plutôt, mais en même temps, il y a le train rapide qui va faire le trajet du canal de Suez et jusqu'à El Alamein. Et peut-être Luxor et Assouan, deuxième phase ou quelque chose. Comment vous voyez ces projets touristiques et ces transports? Il y a deux axes très importants pour les étrangers qui peuvent venir en Égypte. Les investisseurs, ils veulent l'infrastructure. Les touristes, ils veulent le transport. Bien sûr. Même nous ici, en tant qu'Égyptiens, si on voyage n'importe où, on se pose la question, est-ce qu'il faut prendre l'avion ou la route, et ça prend combien de temps? Et bien sûr, lorsqu'on travaille sur ces projets de transport, ça montre aux touristes qu'il y a une garantie du temps. Il ne va pas perdre du temps pour traverser d'une région à l'autre. Aussi, il va économiser de l'argent parce qu'il va juste travailler sur l'économie de budget ou de billets de train, c'est tout. Oui. Et le plus important aussi, c'est qu'on montre au monde entier
qu'on est en train de travailler sur la technologie des transports. Ces trains sont les plus sophistiqués dans le monde. Il y a eu des projets qui ont été présentés et ces projets ont été sélectionnés méticuleusement. Et bien évidemment, ça va montrer aussi au monde entier que s'ils veulent faire un voyage tout entier en Égypte, c'est faisable. Ils peuvent traverser entre le canal du Suez vers Matruh dans quelques heures. Ils peuvent aller du Luxor jusqu'à Alexandrie. Tout ça est faisable. Ça montre aussi quelque chose de très important aux touristes, que c'est un pays d'infrastructure, un pays qui sait comment travailler sur ses richesses. Et malheureusement, on n'a pas fait ça avant. Mais maintenant, on montre au monde entier qu'il y a deux choses. On va vous montrer l'Égypte, de nouveaux visages de l'Égypte, comme on a fait avec le musée de l'Égypte aussi. Mais aussi, tout est payant, parce que c'est comme on voit en France et partout, il y a toujours un budget pour ces visites touristiques. Ça va rapporter de l'argent. C'est très important. Ah, bien sûr. Bon, je passe à une autre nouvelle, c'est concernant une visite de la part de la ministre de la Santé, Hala Zeid, en Suisse pour renforcer les moyens de coopération avec diverses organisations internationales. Selon le porte-parole du ministère, la ministre doit avoir des entretiens avec des présidents d'organisations onusiennes dans le but de réaliser les objectifs du programme du développement durable 2030. Zeid doit en outre rencontrer le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour discuter du traité international pour la lutte contre les pandémies et les règles organisant sa mise en exécution. Zeid doit en outre examiner avec le directeur de l'OMS le dossier de l'inauguration du Centre égyptien pour le contrôle et la prévention des maladies qui doit opérer selon les critères internationaux. Docteur Cherif, quelle est l'importance de cette visite, surtout que Madame la ministre de la Santé va rencontrer quand même le directeur général de l'OMS? Ça montre que l'Égypte est en train de travailler en coordination étroite avec cette organisation dans ces moments critiques. On n'a rien laissé pour le hasard. C'est-à-dire, si on prend des précautions, maintenant on est dans la phase de vaccination. On travaille avec l'OMS pour trouver les meilleurs vaccins qui sont crédités par l'OMS. Et l'Égypte a travaillé avec cette organisation sur chaque phase. Dès le premier jour de déclenchement de la pandémie du Covid-19, on a travaillé avec l'organisation sur les précautions, sur comment faire pour arrêter le fléau. On a montré aussi que nous avons préparé nos hôpitaux. On a demandé à l'OMS aussi l'expertise sur cette question. Alors maintenant que Madame la ministre a effectué cette visite, ça montre qu'il y a un travail qui ne s'arrête pas pour la protection de la santé des Égyptiens. Et on sait aussi que le président Abdel Fattah el-Sisi, lorsque il était le président de l'Union africaine, il a garanti aussi aux pays africains qu'on va travailler sur la santé avec l'organisation, avec l'OMS. Alors que l'Égypte n'est pas maintenant la présidente de l'Union africaine, ça ne va pas entraver notre travail à fournir aussi les vaccins pour les pays africains, à fournir les vaccins pour les pays sous-développés, parce que ça va nous affecter tous. Alors cette rencontre est une rencontre de précautions sanitaires qui montre aussi au monde entier que l'Égypte travaille d'une façon très sérieuse sur cette question. Ça va donner des garanties pour touristes, investisseurs, n'importe qui vient de l'étranger. Parce que malheureusement, on a vu que certains pays, ils ont classé l'Égypte sur certains points rouges. Alors maintenant, on montre... Il n'y a que la Grande-Bretagne. Exactement. Hein. Ouais. Donc maintenant, cette visite, ça montre au monde entier, non, c'est faux. L'Égypte a protégé ses citoyens. L'Égypte travaille sur cette question sérieusement.
Et je crois qu'il n'y a pas d'autre message qu'on peut délivrer que dire au monde entier, l'OMS a montré que l'action égyptienne était fiable contre la pandémie. Voilà. Surtout que l'Égypte a commencé à produire le vaccin chinois Sinovac avec la coordination avec les Chinois quand même. Comment vous voyez la coopération entre l'Égypte et les pays africains après cette démarche de fabrication du vaccin? Ce n'est pas uniquement le vaccin chinois, il y a aussi Sputnik, le russe oui. qui va être fabriqué. Ça montre que l'Égypte est un pays leader dans ce domaine. Comme je viens de dire, non seulement notre présence est économique et militaire et diplomatique, mais aussi sanitaire. Oui. On est un pays qui couvre tout cela dans la région, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique. Mais on sait très bien que nos frères africains, les pays africains, ils ont beaucoup souffert, que ce soit de l'Ebola et d'autres maladies sur les dernières décennies. Il est temps maintenant de travailler avec eux et de travailler avec l'OMS pour rendre cette question très importante, que ces pays, ils ont besoin de l'aide. Ces pays, ils doivent avoir l'accès avec un prix, et le président Abdel Fattah el-Sisi l'avait précisé à plusieurs reprises l'année dernière, que les vaccins et toutes ces méthodes pour combattre la pandémie doivent être avec un bon prix pour tous les citoyens des pays africains et les pays sous-développés. C'est vrai, il faut mentionner quand même qu'en Égypte, le vaccin est gratuit pour toute la population. Bon, une troisième nouvelle, c'est concernant le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohammed Farid, s'est entretenu avec le commandant de la garde nationale américaine, Daniel Hawkinson, en visite officielle en Égypte. La réunion a porté sur un certain nombre de questions d'intérêt commun à la lumière des développements régionaux et internationaux actuels et de leur impact sur la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération et les relations militaires entre les forces armées des deux pays. On peut dire qu'il y a des activités très dynamiques entre les deux pays, les États-Unis et l'Égypte, actuellement, surtout après ce qui s'est passé à Gaza, entre Israéliens et Palestiniens, et voilà la présence de l'Égypte en tant que force diplomatique et force militaire, bien sûr. Voilà, quelle est l'importance, ou bien pourquoi le responsable américain est en Égypte? Parce que l'Égypte est un pays pilier dans la garantie de la sécurité et la stabilité de la région. L'Égypte a montré, comme vous venez de dire, sa responsabilité de garantir la paix dans cette région, dans les dernières escalades entre Israël et le Hamas à Gaza. On a montré au monde entier comment on a pu régler la question dans l'espace de quelques heures avec les délégations du renseignement égyptien à Tel Aviv et à Gaza. C'est très important de montrer que la relation entre les États-Unis et l'Égypte est une relation solide, est une relation qui ne change pas. L'Égypte a aussi les relations avec la Russie sur le même niveau, c'est-à-dire qu'on est un pays pilier, on est un pays solide et on travaille avec tous les pays entiers. Bien sûr, l'administration Biden maintenant a besoin de travailler avec des partenaires solides, des partenaires fiables qui ne font pas le chantage, que ce soit avec les questions des réfugiés ou des questions de terrorisme. Non, on a un message clair. On travaille avec tout le monde, mais sur les bases du respect de la souveraineté de l'Égypte et son intégrité. Je crois que c'est le message que le président Abdel Fattah el-Sisi a délivré à tous ses homologues occidentaux depuis le premier jour de son mandat. On est un pays qui travaille pour la paix, la stabilité, la garantie de l'égalité pour la résolution des conflits, mais il faut respecter la souveraineté de l'Égypte et son intégrité. Et bien sûr, cette visite, elle entre aussi dans la coordination militaire
On voit que la France a fait des manœuvres avec l'Égypte, oui, que ce soit dans la Méditerranée ou la mer Rouge, ainsi que les pays arabes, pour toujours se rassurer qu'ils travaillent avec l'Égypte parce que c'est l'expertise. Bien sûr, les Américains, ils travaillent sur cette question avec l'Égypte, c'est-à-dire la question militaire, parce qu'ils savent que c'est un pays qui a de l'expérience dans le combat du terrorisme, l'expérience du combat de tout trafic d'armes dans cette région. On a une force navale exceptionnelle, une force aérienne qui est maintenant qui a une flotte superbe. Donc la question maintenant, comment réaliser tout ça sur le terrain? C'est pour cela qu'il y a ces visites, parce qu'il faut une coordination avec l'institution militaire égyptienne très prestigieuse et très rigoureuse dans son travail. Et on a montré au monde entier comment on a pu régler la détérioration en Libye en parlant de la ligne rouge, comment on a réglé la question à Gaza, on a réglé la question dans de nombreux pays dans le continent africain. Donc, il est clair qu'on est un pays maintenant la forteresse de la paix et la sécurité. Très bien. Bon, je passe à un autre sujet, c'est concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Le chef de l'État et M. Le Maire ont discuté de la coopération bilatérale et des relations stratégiques et particulières entre l'Égypte et la France. Un nombre d'accords de coopération a été signé en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli au terme d'un entretien avec le ministre de l'économie, des finances et de la relance Bruno Le Maire et le directeur général de l'Agence française de développement Rémi Rioux. Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche avec le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Monsieur Le Maire a transmis au chef de l'État les salutations du président Emmanuel Macron, ainsi que son appréciation quant aux derniers efforts égyptiens ayant débouché sur la trêve entre Palestiniens et Israéliens et sur l'accalmie dans les territoires palestiniens. Le maire a affirmé que ce remarquable succès égyptien confirme l'importance du rôle de l'Égypte en tant que pôle de stabilité et de paix au Proche-Orient, notamment sous la direction du président Sisi. Le ministre français a notamment mis l'accent sur la profondeur des relations stratégiques entre les deux pays et affirmé l'intérêt de son pays à poursuivre son soutien à l'Égypte pour renforcer et diversifier les investissements. Le président Sisi a pour sa part affirmé l'intérêt qu'accorde l'Égypte à ses relations avec la France, ainsi que son aspiration à poursuivre l'action commune au cours de la prochaine période. L'Égypte et la France ont également convenu de poursuivre la coordination et les consultations vis-à-vis des questions régionales et internationales d'intérêt commun, afin de faire face aux enjeux à ce propos. L'entretien à Sisi et Le Maire a également porté sur la convergence des vues autour de la priorité du dossier de la coopération économique et commerciale entre l'Égypte et la France. Les deux parties ont convenu de hausser le volume des investissements français sur le marché égyptien. Il existe plusieurs opportunités prometteuses en Égypte face au secteur d'affaires français, notamment dans les méga-projets égyptiens, a dit M. Le Maire, citant l'exemple de l'axe du canal de Suez ou encore l'initiative Vie décente et les nouvelles villes. Il a ajouté que ces projets bénéficieront d'un soutien exceptionnel de la part de l'État français à hauteur de 3,8 milliards d'euros. Le premier accord stipule une contribution à hauteur de 1,7 milliard d'euros pour l'exécution de projets prioritaires en Égypte. Le deuxième accord, l'Agence française de développement décaisse un soutien de 150 millions d'euros au budget affecté à la protection sociale et au système de la couverture santé. Et le troisième contrat d'un montant de 12 millions d'euros prévoit la restructuration de l'université française en Égypte et l'établissement d'un nouveau campus aménagé selon les systèmes les plus modernes et la dispense de programmes conformes aux normes internationales de formation pour y améliorer la qualité de l'enseignement. من 100 سنة وأكتر كانت الدولة المصرية ظروفها الاقتصادية أفضل. لم تنسى أبدا أن هي تساعد وتتعاون من أجل الخير والبناء.
اللي بيألمني إن إحنا نرى البعض منهم دلوقتي بدل ما بيمدوا إيد التعاون والبناء لمصر بيدوروا على هدم مصر، يهزوا قنواتهم وبيدفعوا فلوس لناس عشان يهدوا بلد فيها 100 مليون. أنا بقول للمصريين هو ده رد الجميل. اوعوا حد يهد بلدكم ويقول لكم كلام كذب وتشكيك وقسما بالله يرقى للخيانة وللتآمر. الحكومة بتتحرق معايا، كل ما يعملوا اقول لسه عشان مصر ما تتحرقش. رهاني كان دائما على المصريين ووعيهم. راهنت على نفسي كقرار ولا راهنت على شعب كاستعداد لتحمل تكاليف الإصلاح؟ احنا ما عندناش ثروات بتطلع تغطي تكاليفنا يا جماعة. لا، احنا عندنا عقول وإرادة، عقول ناس وإرادة شعب عايز يغير من واقعه إلى مستقبل أفضل. الدولة فيها مشاكل فوق الخيال، جايين تكملوا عليها. الوجه المعلن اللي انتوا بتقدموه للناس التغيير للأفضل، وقسما بالله الوجه الخفي هو التدمير. هنعمل بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار في اللي احنا بنعمله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، واحنا ان شاء الله مصلحين. Docteur Chérif Amir, je rappelle que vous êtes professeur en relations internationales. Les relations entre la France et l'Égypte, relations historiques dans tous les domaines. Il y a une coopération stratégique entre les deux pays. Comment vous évaluez vraiment cette relation? Bien sûr, la relation entre la France et l'Égypte, c'est une relation historique que personne ne peut mentionner des fractures, sauf que la crise de Suez en 1956, c'est tout. Mais après ça, on a vu avec tous les présidents égyptiens comment les présidents français travaillaient avec eux. Et bien sûr, maintenant, les relations entre le président Macron et le président Abdel Fattah el-Sisi sont très bonnes relations. Nous nous souvenons bien sûr, lorsqu'il y a eu la crise des caricatures, comment le président el-Sisi a effectué le voyage. Il a rapproché les points de vue entre les deux pays et comment il a pu, avec sa diplomatie, son charisme, à convaincre le monde musulman que le président Macron ne voulait pas s'attaquer à la communauté musulmane et tout ça. Donc il y a une coopération intellectuelle aussi entre les deux pays. Bien sûr, ce type de visite, la France a de l'investissement en Égypte qui est redoutable, c'est très important. Oui. Parce que la France, c'est souvent que les pays qui ont une infrastructure et qui ont une base solide de protéger leurs intérêts sont toujours leurs candidats sélectionnés pour l'investissement étranger, et c'est l'Égypte. Et n'oublions pas aussi que les relations militaires sont très très importantes. Les Rafales qu'on a achetées, la France ne vend pas la Rafale à quiconque, mais aux pays les plus qui sont sélectionnés selon les critères de la France, et les Mistral. Donc il y a ce sentiment de confiance mutuelle entre les deux pays, une entente entre les deux présidents. Bien sûr, il y a parfois des divergences, ça arrive entre tous les alliés, mais la France sait très bien, et je crois un commandant militaire français qui a dit il y a quelques jours que l'Égypte, c'est la porte et la clé de la stabilité de cette région. Et on a vu des manœuvres entre l'Égypte et la France récemment. Donc, les Français, que les citoyens respectent bien sûr la civilisation égyptienne, mais parlons
décideurs, les leaders, que ce soit la droite ou la gauche en France, ils respectent l'Égypte. Ils savent que c'est un partenaire très fiable, partenaire très fort, avec qui il faut travailler. Et l'Égypte a transmis un message très important, le respect de la souveraineté de l'Égypte. Il ne faut pas franchir la ligne rouge qui est les affaires internes de l'Égypte, qu'on ne le fait pas avec d'autres pays. Donc il y a ce respect aussi de l'intégrité de l'Égypte et c'est très important. Nos amis français, ils savent très bien que lorsqu'il y aura un problème, quoi que ce soit, pour la France, dans cette région, il y a toujours un ami solide qui va défendre la France, protéger ses intérêts, comme nous, on sait dans la Méditerranée que nos amis français protégeaient le littoral libyen pendant que la Turquie transférait des armes. On a travaillé, nos deux pays, à protéger cette zone. On a des intérêts communs économiques très importants dans le gaz, dans le pétrole et aussi ici en Égypte dans l'énergie. La visite de M. Le Maire est une visite très importante parce que ça montre qu'il y a une continuité, même dans la pandémie du Covid, ça ne s'arrête pas. On va travailler ensemble et on va arriver au sommet de cette coopération. Exactement, et même on se rappelle que durant les campagnes électorales présidentielles qui opposaient Macron à Marine Le Pen, Marine Le Pen a effectué une visite en Égypte pour, je ne sais pas, peut-être ça pourrait influencer les citoyens français, je n'ai pas compris. Marine Le Pen, on sait très bien que maintenant son parti, qui n'est plus le Front National, non, c'est un autre. C'est presque le Front National, mais c'est la droite. Essaye de présenter un agenda aux citoyens français qu'on est amis avec tous les pays, surtout les pays arabes et musulmans, vu la communauté musulmane et arabe en France, qui est un poids très important dans les votes. Donc ça montre, alors Madame Le Pen veut montrer que la droite française n'est pas une droite très sévère qui veut couper la France avec le monde extérieur, mais elle tend la main avec l'Égypte, pour le combat du terrorisme, pour arrêter les réfugiés, qui marche un petit peu avec l'agenda de... Exactement, c'est ce qu'elle a dit en plus quand elle était en visite en Égypte. Bon, je passe à un autre sujet, c'est concernant le président du Parlement arabe, Baad el-Rassoumi, qui a affirmé sa pleine solidarité à l'Égypte et au Soudan et son plein soutien dans leur position sur les récents développements dans la crise du barrage de la Renaissance, appelant les autorités éthiopiennes de répondre immédiatement à la voix de la raison et de la sagesse menée par la diplomatie égyptienne afin de parvenir à un accord juste, équilibré et contraignant concernant le barrage de la Renaissance dans le cadre des négociations parrainées par l'Union africaine. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à convaincre l'Éthiopie de participer sérieusement aux négociations sur le barrage, alors que l'Éthiopie prévoit de procéder au deuxième remplissage du barrage en juillet. Salih Hamed et Rachoucha nous donnent les détails. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a exhorté jeudi le Conseil de sécurité des Nations Unies à convaincre l'Éthiopie de participer sérieusement aux négociations sur le grand barrage de la Renaissance. Le Soudan a pour sa part proposé un quartet de médiation composé des Nations Unies, de l'Union européenne, des États-Unis et de l'Union africaine sur la question du barrage, mais l'Éthiopie a rejeté la proposition. L'Éthiopie prévoit de procéder au deuxième remplissage du barrage en juillet, tandis que l'Égypte et le Soudan craignent que cette décision n'affecte leur part des ressources en eau du Nil. La semaine dernière, le ministre de la Main-d'œuvre, Mohamed Safan, a déclaré lors d'une conférence virtuelle de l'Organisation internationale du travail que le remplissage unilatéral du barrage par l'Éthiopie sans accord préalable nuirait considérablement au secteur agricole dans les deux pays en aval.
Le président du Parlement arabe, Adel El Assoumi, a de son côté affirmé sa pleine solidarité avec l'Égypte et le Soudan et son plein soutien dans leur position sur les récents développements dans la crise du barrage de la Renaissance, appelant les autorités éthiopiennes de répondre immédiatement à la voix de la raison et de la sagesse menée par la diplomatie égyptienne afin de parvenir à un accord juste, équilibré et contraignant concernant le barrage de la Renaissance dans le cadre des négociations parrainées par l'Union africaine. Il a souligné une fois de plus le rejet complet du Parlement arabe de l'approche éthiopienne consistant à chercher à imposer un fait accompli aux deux pays en aval du Nil par des mesures et démarches unilatérales. Al-Assoumi a souligné le soutien du Parlement arabe à la lettre envoyée par le ministre égyptien des Affaires étrangères au président du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que document officiel révélant les positions intransigeantes éthiopiennes qui ont contrecarré les efforts déployés pour parvenir à un accord juste, équilibré et contraignant pour tous, ajoutant que le Parlement arabe ne ménagera aucun effort en communiquant avec tous les parlements internationaux et régionaux afin de clarifier les positions constructives et responsables prises par l'Égypte et le Soudan et souligner leurs efforts sincères pour parvenir à un accord qui tienne compte des intérêts des trois pays et préserve leurs droits. Dans le même contexte, le président du Parlement arabe a salué l'étape de la réunion extraordinaire qui se tiendra mardi au niveau des ministres arabes des Affaires étrangères pour discuter des développements de la crise. Ce fleuve majestueux qui coule sur son sol, lui donnant vie et fertilité depuis des millions d'années. Depuis 40 000 ans, les cultures et les édifices grandioses, hérités de nos ancêtres, témoignent d'une grande civilisation admirée de tous. Mais à présent, plus de 25% des agriculteurs, soit 40 millions d'Égyptiens, encourent le risque de la sécheresse et de la soif. Ils sont menacés d'une pénurie en eau causée par le barrage que construit l'Éthiopie. Un barrage dont la réserve dépasse de 5 fois leurs besoins en eau. L'Éthiopie compte stocker 74 milliards de mètres cubes d'eau, infligeant ainsi une perte de 20 milliards de mètres cubes au quota égyptien. L'Égypte a le droit de vivre. Soutenez l'Égypte. Soutenez le Nil en Égypte. La diplomatie égyptienne joue un très grand rôle concernant le barrage de la Renaissance, le barrage éthiopien. Et voilà, c'est le Parlement arabe qui présente son soutien ferme à l'Égypte et au Soudan dans cette question concernant le barrage éthiopien. Où en est? C'est une très bonne question. Je crois que malheureusement, les Éthiopiens ils sont en train de manœuvrer. Et il est normal que dans les négociations, il y a toujours la question de, de manœuvre. On a vu ça dans les négociations de Camp David, oui. On a cette expérience. Sauf que maintenant, la question est critique. Il faut que nos frères, on les appelle toujours nos frères éthiopiens, décident qu'est-ce qu'ils veulent exactement sur cette question. Parce que maintenant, ils nous disent qu'il y aura le second remplissage en juillet. Ensuite, le lendemain, ils nous disent, bon, on ne va pas le faire maintenant. Il y a après ça une déclaration que ça sera partiel. Je crois que l'Égypte a montré la patience, a montré la persévérance, a travaillé avec tous les partenaires, que ce soit africains, d'abord avec les Éthiopiens eux-mêmes, avec les partenaires africains, l'Union africaine, l'Union africaine, les voisins de l'Éthiopie, que ce soit l'Ouganda, le Kenya, tous les pays, on a travaillé avec eux. On a travaillé avec, bien sûr, nos frères au Soudan sur cette question. Ensuite, on a travaillé avec l'ONU
le Conseil de sécurité, avec les Américains, avec les Russes, avec les Chinois, même les Émirats, ils se sont intervenus. Je ne comprends pas exactement qu'est-ce qui se passe dans la mentalité diplomatique d'Addis Ababa. Pourquoi cette méthode de non-transparence? Il n'y a pas de transparence. Parce qu'on sait, bien sûr, nos décideurs ici, avec nos renseignements, on a tous les infos. Mais je crois que le public a besoin de savoir, le public éthiopien, que leur gouvernement est en train de leur mener sur un mauvais champ, qu'ils vont payer un prix très sévère parce que l'Égypte et le Soudan, on ne va pas rester comme ça jusqu'à ce qu'on sera assoiffé. Il est important que le message soit transmis par la communauté internationale au gouvernement éthiopien. Je crois que l'administration Biden a fait des sanctions contre ce gouvernement, que ce soit à cause du Tigray et les génocides qui ont eu lieu là-bas, ou à cause de ce qui se passe dans les négociations du barrage de Renaissance. Mais il faut que la communauté internationale donne un message très sévère et très clair à l'Éthiopie qu'il faut que cette construction et ce remplissage soient coordonnés avec l'Égypte et le Soudan. Parce que le président Abdel Fattah el-Sisi était très clair, avec le respect du droit international, le respect de notre souveraineté, il y aura une période d'instabilité très sévère dans cette partie. Et je crois que le monde n'a pas besoin de voir ce conflit, n'a pas besoin de sentir encore d'instabilité. Alors, on a jusqu'à juillet et on attend. Maintenant, on a derrière, avec nous, nos frères arabes, nos partenaires européens, les Américains, les Russes. La diplomatie égyptienne a montré une forte volonté de négocier jusqu'à le dernier moment, mais jusqu'à quand? Et je crois que les Éthiopiens doivent comprendre que ça doit être arrêté, ce genre de manœuvre. Il y a beaucoup d'investisseurs en Éthiopie. Si je cite les pays arabes, il y a les Chinois, il y a les Russes et tout, l'Union européenne bien sûr. Est-ce que ces pays qui sont alliés avec l'Égypte aussi, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle dans ces négociations? C'est compliqué, il faut dire la vérité. C'est compliqué parce que qui dit argent dit aussi intérêt géopolitique, c'est-à-dire ils ont investi dans ce projet. Et je crois que le président ici, c'était très clair depuis le début de ce conflit ou cette crise. On n'est pas contre le développement de l'Éthiopie. On n'est pas contre l'investissement dans ce pays. Nous-mêmes, on travaille avec les Éthiopiens sur le développement, mais ça doit être avec le respect de nos droits et le respect du droit de voisinage selon le droit international. Oui, c'est vrai. Et alors, bien sûr, les Émiratis, ils ont négocié avec les Éthiopiens, les Saoudiens, ils ont parlé avec eux, les Italiens, mais la question qui se pose, c'est la volonté du gouvernement éthiopien. Est-ce qu'ils sont prêts à écouter, oui ou non? La réponse, ça sera dans les prochains jours. Voilà, je passe à notre dernier sujet. C'est après 3 jours de discussion en Angleterre, le sommet des grandes puissances du G7 est arrivé hier à son terme. Les dirigeants du G7 ont affirmé leur volonté de mettre fin à la pandémie du Covid-19 par la distribution de vaccins et d'agir pour le climat. Ce sommet de 3 jours, le premier en presque 2 ans, marque le retour des contacts directs après des mois de visioconférence pour le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et le Canada. Salut Hamad. Les dirigeants des grandes puissances du G7 ont affirmé leur volonté de mettre fin à la pandémie de Covid-19 par la distribution de vaccins et d'agir pour le climat lors d'un sommet marqué par une nouvelle dynamique en faveur du multilatéralisme occidental, les États-Unis en tête. Ce sommet de 3 jours, le premier en presque 2 ans, marquait le retour des contacts directs après des mois de visioconférence.
Sous l'impulsion de Washington, les dirigeants se sont efforcés de montrer un front uni sur les grands dossiers qui agitent la planète, à commencer par le climat et la pandémie, mais aussi la Russie et la Chine. Le sommet des 7 pays les plus industrialisés s'est achevé après 3 jours d'intenses discussions. La chancelière Angela Merkel a ouvert la marche, saluant un nouvel élan au G7 grâce à l'arrivée au pouvoir de Joe Biden aux États-Unis. Le G7 a convenu de distribuer plus d'1 milliard de vaccins contre le coronavirus d'ici la fin de 2022, dans l'espoir d'éradiquer la pandémie. La France va doubler ses dons de doses de vaccins contre le Covid-19 pour les porter à 60 millions d'ici la fin de l'année, a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'issue de ce sommet. Le président américain Joe Biden a promis de faire un don de 500 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Boris Johnson a indiqué que le Royaume-Uni donnerait au moins 100 millions de vaccins excédentaires. L'Union européenne cherchera par ailleurs à exporter 700 millions de doses d'ici à la fin de l'année 2021. Par ailleurs, les leaders veulent une nouvelle enquête des experts de l'Organisation mondiale de la santé sur les origines de la pandémie. Le G7 entend raccourcir le cycle de développement de vaccins, de traitements et de tests sûrs et efficaces de 300 à 100 jours. Quelques mois avant la tenue de la COP26 en Écosse, les dirigeants du G7 se sont engagés une fois de plus à augmenter leur contribution au financement de la lutte contre le changement climatique. Leur but est de respecter un engagement de dépenses de 100 milliards de dollars de ressources publiques et privées par an jusqu'en 2025 pour aider les pays les plus pauvres à réduire leurs émissions de carbone et à faire face au réchauffement de la planète. L'engagement des pays développés en 2009 de verser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 n'a pas été respecté, en partie en raison de la pandémie. Les dirigeants du G7 ont également défini des mesures pour réduire les émissions de carbone. Les pays du G7 s'engagent à devenir neutres en carbone au plus tard en 2050 et à réduire de 50% ses émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2010 sur la biodiversité. L'objectif est de préserver ou protéger au moins 30% des terres et des océans. La très bonne nouvelle, Dr Cherif Amir, je vous rappelle que vous êtes professeur en relations internationales. La très bonne nouvelle, c'est que les dirigeants des grands pays, des 7 grands pays industriels, se sont rencontrés en personne. Alors là, c'est une très bonne nouvelle vu les répercussions de la pandémie du coronavirus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que on va vivre normalement comme avant? La bonne nouvelle aussi, oui, c'est que c'est en Angleterre, qui est le pays qui a été frappé par la pandémie sévèrement. Sérieusement, oui. Jusqu'à quelques semaines. Je crois que les leaders européens, les leaders de G7, ils ont transmis un message au monde entier par cette rencontre, que les choses avancent, que voilà, on se rencontre sans les masques, avec bien sûr la distance qui est faite, mais regardez par exemple, les épouses des présidents se sont réunies sur les plages. Donc c'est un message de rassurer leur population, voilà, que la vie revient au normal. C'est très diplomatique. Parce que ça vient des leaders qui ont déjà montré au monde entier qu'ils étaient isolés eux-mêmes au moment de la pandémie. Maintenant, eux, ils sortent, ils parlent, ils dînent ensemble. Même la reine Elisabeth, elle a rencontré tout le monde, elle qui était isolée à cause de la pandémie. On sait que Boris Johnson a été hospitalisé en bien plus. Sûr. Le président Macron aussi à un certain moment. Alors le message est très très clair au monde entier. Il est important aussi de comprendre que la question des vaccinations, c'est aussi une question qui va prendre un peu de temps parce qu'il y a une compétition entre les compagnies, mais ça avance. Reste à savoir qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois, surtout avec le tourisme, avec l'été, le tourisme. Est-ce que les frontières vont être ouvertes? Est-ce qu'ils vont ouvrir les aéroports comme ça a été avant? On va découvrir ça bientôt. Ils ont parlé quand même, les chefs de ces États, ils ont parlé du partage
des vaccins, même pour les pays en développement et qui ne produisent pas, bien sûr, le vaccin. Est-ce qu'un continent comme l'Afrique aura vraiment son quota de vaccins? À votre avis, bien sûr. Bien sûr, avec la persévérance de certains leaders comme le président ici, si on va à chaque fois dans des conférences internationales, on va porter cette question et la présenter à la communauté internationale qu'il ne faut pas oublier l'Afrique, il ne faut pas négliger l'Afrique. Et avec une campagne médiatique aussi, ça va aider beaucoup. On sait que l'échange entre les deux continents, l'Afrique et l'Europe, est très important avec les ouvriers, ou que ce soit les immigrés, et tout cela. Donc c'est pour la France et pour l'Europe et pour la protection sanitaire chez eux que l'Afrique doit être sain et sauf. Alors la vaccination, d'abord c'est une question de droits de l'homme. Tous les hommes, ils ont besoin d'avoir l'accès à cette protection. On ne peut pas les négliger. Donc c'est la responsabilité, si on peut le résumer pour les axes, c'est-à-dire l'ONU qui doit travailler sur ces questions, les médias internationaux et aussi les chefs des grands pays comme les G7, parce qu'eux, ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont la technologie et aussi ils ont l'investissement dans ces pays. Donc ces trois axes sont très importants à déployer pour aider l'Afrique. C'est très bien, surtout que tous les pays aujourd'hui comptent sur l'Afrique pour soit les investissements, soit pour la distribution de leurs marchandises. Alors il faut faire très attention. Le G7, est-ce qu'il y avait des résultats vraiment clairs, ou bien on n'est pas sorti de quelques résultats tangibles vraiment? Pour vous dire la vérité, c'est un des rares sommets où c'était vide vraiment dans le contenu. Et je crois qu'on doit attendre après pour voir les développements internationaux. Oui. Voilà, c'est le message qu'ils étaient là et pas en visioconférence. Je vous remercie beaucoup. Dr Cherif Amir, vous êtes professeur en relations internationales. Je vous remercie beaucoup. Voilà, on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir.